Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de biologie. Dans les deux précédentes vidéos, nous avons abordé la notion de chromosome et nous avons vu que les chromosomes sont constitués par de l'ADN. Cette 19e vidéo aborde la structure de la molécule d'ADN. Cette vidéo est organisée en une succession de 4 questions numérotées de 91 à 94 et qui s'appuie sur 4 documents numérotés de 1 à 4. Chacune de ces questions est repérable par l'icône suivante qui apparaît en haut à gauche de votre écran. Lorsque cette icône est visible, interrompez la lecture de la vidéo afin de prendre le temps nécessaire pour répondre à la question posée. Chaque question sera suivie par sa correction et l'icône suivante qui apparaît en bas à droite de votre écran vous signalera que vous êtes en train de visionner la partie correction. Voici la question 91 qui démarre cette vidéo et dans laquelle je vous demande de présenter une analyse du document 1. Comme je vous l'ai demandé dans les précédentes vidéos, vous conduirez cette analyse de document en 4 temps. Le premier temps sera consacré à la présentation du matériel biologique et des aspects techniques. Le second temps sera celui de l'observation des résultats présentés dans ce document. Le troisième temps sera consacré à l'interprétation de ces résultats et dans un quatrième temps, vous présenterez quelques connaissances permettant d'approfondir l'étude de ce document. Interrompez ici la lecture de cette vidéo et prenez le temps nécessaire pour répondre à cette question. Puis, quand vous aurez terminé l'analyse en 4 temps de ce document 1, vous pourrez relancer la lecture de cette vidéo afin de découvrir le corrigé qui suit. Voici la correction de la question 91 dans laquelle vous deviez analyser le document 1. Le premier temps de votre analyse devait être consacré à la présentation du matériel biologique et des aspects techniques. Ce document 1 est le résultat d'une analyse de la composition en base de l'ADN de différentes espèces. Cette analyse a été réalisée en 1950 par Erwin Chargaff et ses collaborateurs. Parmi les espèces analysées par Chargaff et présentées dans le document 1, on trouve 3 espèces qui font partie du règne des bactéries et qui sont donc des cellules prokaryotes. Escherichia coli est une bactérie présente par exemple dans notre flore intestinale. Streptococcus pneumoniae est une bactérie responsable de pneumonie chez l'homme et Mycobacterium tuberculosis est la bactérie responsable de la tuberculose chez l'homme. Parmi les espèces analysées par Chargaff, on trouve aussi des eucaryotes, dont la levure de bière, Saccharomyces cerevisiae, qui est un micro-organisme unicellulaire appartenant au règne des fungi. D'autres eucaryotes analysés par Chargaff sont des organismes pluricellulaires tels que Rattus norvegicus, qui est le rat brun, et Homo sapiens, qui est l'être humain. Le rat et l'homme appartiennent au règne des animaux. Chargaff a également analysé des phages tels que le phage T2. Les phages, également appelés des bactériophages, sont des virus n'infectant que des bactéries et nous y reviendrons dans la prochaine vidéo. Par exemple, le phage T2 infecte et tue les bactéries Escherichia coli. Rappelons que les virus ne sont pas des cellules. Le matériel biologique analysé ici par Chargaff présente donc une grande diversité. Chargaff a aussi analysé l'ADN d'autres espèces qui ne sont pas mentionnées sur ce document, comme d'autres animaux tels que l'oursin violet et le hareng, mais aussi des espèces comme le blé qui appartiennent au règne des plantes. Dans le premier temps de votre analyse, après avoir abordé le matériel biologique, vous deviez présenter quelques aspects de la technique ayant permis d'obtenir ce document 1. L'ADN de ces différentes espèces a d'abord été extrait, purifié et soumis à une hydrolyse
afin d'en extraire ces bases. On va ensuite séparer les bases de l'ADN par la technique de chromatographie sur papier, qui est une chromatographie de partage. La chromatographie est une technique qui permet de séparer des molécules en fonction de leurs caractéristiques hydrophiles ou hydrophobes lors d'un entraînement différentiel par des solvants. Après migration, la position de molécules sur le papier peut être révélée par coloration et on peut doser ensuite chaque constituant que la chromatographie a permis de séparer. On a séparé ici sur le papier de la chromatographie 4 bases que sont l'adénine, la guanine, la thymine et la cytosine, constituants que j'appellerai par la suite plus simplement A, G, T et C. Et on a ensuite déterminé leur quantité présente dans chacune des 4 zones colorées du papier où ces constituants ont migré. Les résultats de ce dosage sont présentés dans ce tableau sous la forme de pourcentage. Passons maintenant au deuxième temps de l'analyse du document, temps consacré à l'observation des résultats obtenus par Chargaff. Ce document 1 montre que la composition de l'ADN en base varie d'une espèce à l'autre, mais quel que soit l'organisme, la somme des pourcentages des 4 bases est de 100%. On peut aussi noter que chez toutes les espèces analysées ici, sauf dans le cas du phage FIX 174, il y a autant de A que de T et autant de G que de C, c'est-à-dire que le rapport A sur T ou le rapport G sur C est égal à 1. On peut aussi écrire que le rapport A plus G sur C plus T est égal à 1. Par contre, chez toutes les espèces, le pourcentage de A plus T et le pourcentage de G plus C ne sont pas égaux entre eux. Le rapport A plus T sur G plus C est donc différent de 1. Les pourcentages de A plus T d'une part et de G plus C d'autre part sont donc variables en fonction des espèces. Passons au troisième temps, qui est le temps de l'interprétation de ces résultats et qui est le temps au cours duquel on va expliquer les équations qui ont été établies lors du temps d'observation. La première équation est A plus G plus T plus C égale 100%. On peut déduire de cette première équation que l'ADN de toutes les espèces est obligatoirement constitué par ces 4 types de bases que sont l'adénine, la guanine, la thymine et la cytosine. Quel que soit l'ADN, on retrouve toujours la présence de ces 4 bases, ce qui montre une certaine unité dans la composition de l'ADN. Mais l'étude du document 1 permet surtout d'observer que la composition en base varie d'une espèce à l'autre, démontrant ainsi qu'il existe une diversité moléculaire de l'ADN. L'ADN porte ainsi une certaine spécificité et cette molécule est donc susceptible de contenir une information. L'analyse de l'ADN de toutes ces espèces, sauf celle du phage FIX 174, a permis d'écrire une seconde équation. Dans cette équation, le rapport A sur T ou G sur C est égal à 1, ou encore on peut écrire que le rapport A plus G sur T plus C est égal à 1. Le document 1 a aussi permis d'écrire l'équation 3, dans laquelle le rapport A plus T sur G plus C est différent de 1. Ces équations sont appelées les règles de Chargaff. La connaissance de la structure de l'ADN va permettre d'expliquer l'équation 2. En effet, l'ADN est une molécule bicaténaire, c'est-à-dire une molécule constituée par 2 brins, et il existe un appariement
entre A et T d'une part, et entre G et C d'autre part, ce qui va permettre de lier ces deux brins entre eux, et ce qui explique que les rapports A sur T et G sur C soient égaux à 1. Sur le document 1, seul l'ADN du phage Phi-X 174 n'obéit pas à cette équation 2 parce que l'ADN de ce phage n'est pas bicaténaire mais monocaténaire, c'est-à-dire formé par un seul brin. Notons que pour les deux autres phages analysés par Chargaff, c'est-à-dire pour les phages T2 et T7, leur ADN obéit bien à cette équation 2 parce qu'il est bicaténaire, exactement comme celui des bactéries, des levures, du rat ou de l'homme. Et les autres espèces analysées par Chargaff, comme l'oursin, le hareng et le blé, ont montré que leur ADN obéit aussi à cette équation 2. Leur ADN est donc également bicaténaire. L'équation 3, mise en évidence par Chargaff chez toutes les espèces, montre que c'est le pourcentage en GC et donc aussi le pourcentage en AT qui va définir la composition spécifique de l'ADN de chaque organisme. On peut finalement généraliser en 3 points. Premièrement, l'ADN des êtres vivants est une molécule composée de 4 types de bases que sont A, T, C et G. Deuxièmement, l'ADN est une molécule bicaténaire, à part chez certains virus, c'est-à-dire une molécule formée par deux chaînes qui sont complémentaires entre elles, avec un appariement spécifique d'une part entre A et T, et d'autre part entre G et C. Troisièmement, le pourcentage de G plus C, et donc aussi le pourcentage d'A plus T, sont des variables qui caractérisent l'ADN de chaque espèce. Le quatrième temps de votre analyse du document 1 devait être l'occasion de donner quelques informations sur l'ADN. L'ADN contient des atomes de carbone, ou C, liés à des atomes d'hydrogène, ou H. Il s'agit donc d'une molécule organique, comme le sont aussi les glucides, les lipides et les protéines, qui forment 3 grandes classes de molécules organiques. L'ADN contient non seulement des atomes de carbone et d'hydrogène, mais aussi des atomes d'oxygène, ou O, d'azote, ou N, et de phosphore, ou P. L'ADN fait partie d'une 4e grande classe de molécules organiques qu'on appelle la classe des acides nucléiques et dans laquelle on trouve l'ADN mais aussi les ARN. Exactement comme les protéines, l'ADN est une macromolécule formée d'un enchaînement de monomères qui sont liés les uns aux autres par des liaisons covalentes. Les protéines et les acides nucléiques sont des polymères. Les monomères constitutifs des protéines sont les acides aminés, alors que les monomères constitutifs des acides nucléiques sont appelés les nucléotides. Les protéines sont donc des polymères d'acides aminés, alors que l'ADN et les ARN sont des polymères de nucléotides, c'est-à-dire des polynucléotides. La structure primaire, qu'on appelle aussi la séquence d'un acide nucléique, correspond à l'ordre de succession des nucléotides formant le polynucléotide. L'ADN est la plus longue molécule connue chez les êtres vivants. Ainsi, l'ADN d'une bactérie est une molécule circulaire d'environ 1 mm de longueur et les molécules d'ADN des cellules humaines mesurent en moyenne 4 cm de long. Si on mettait bout à bout les 46 molécules d'ADN que contient le noyau de nos cellules, le filament ainsi constitué mesurerait 2 mètres de long. Par contre, les ARN sont des molécules plus petites que l'ADN. Présentons les nucléotides, qui sont les unités de base, c'est-à-dire
les monomères, entrant dans la composition des acides nucléiques. Un nucléotide est constitué par 3 éléments qui sont représentés ici par 3 couleurs différentes. Premier élément constitutif du nucléotide, il s'agit d'une base, représentée ici en jaune, qui contient de l'azote et qu'on appelle par conséquent une base azotée, et ce sont ces bases azotées qui ont été dosées dans le document 1 interprété tout à l'heure. Deuxième élément constitutif d'un nucléotide est représenté ici en bleu clair. Il s'agit d'un glucide à 5 atomes de carbone qui sont ici numérotés de 1' à 5', et ce glucide est par conséquent appelé aussi un pentose. Troisième élément constitutif d'un nucléotide, il s'agit du groupement phosphate qui est ici représenté en orange, et un nucléotide peut contenir 1, 2 ou 3 groupements phosphates. À l'intérieur d'un polynucléotide, tel que l'ADN ou l'ARN, chaque nucléotide ne comporte, exactement comme sur ce schéma, qu'un seul groupement phosphate. On appelle nucléoside l'ensemble qui est formé par le pentose et la base azotée. Une chaîne polynucléotidique est un polymère linéaire, appelé aussi un brin, et qui est constitué par un enchaînement de nucléotides qui sont liés les uns aux autres par des liaisons covalentes. Et ce schéma présente comment 2 nucléotides séparés vont venir s'accrocher par une liaison covalente. Les liaisons qui unissent entre les nucléotides sont des liaisons phosphodiester. Elles font le lien entre le carbone C3' d'un pentose et le carbone C5' d'un autre pentose. On utilise le signe prime après le numéro désignant les atomes de carbone du pentose afin de distinguer les carbones du pentose des carbones de la base azotée. À l'extrémité d'une chaîne polynucléotidique, on va donc trouver un pentose dont le carbone C3' n'est pas engagé dans une liaison phosphodiester. Cette extrémité, où le C3' porte une fonction OH libre, fonction que j'ai entourée ici en rouge, est appelée l'extrémité 3' de la chaîne. À l'autre extrémité de la chaîne, le carbone 5' du pentose n'est pas engagé dans une liaison phosphodiester avec un autre nucléotide. Cette extrémité, où le carbone C5' porte un groupement phosphate libre, que j'ai entouré ici en orange, sera qualifiée d'extrémité 5' de la chaîne. Une chaîne polynucléotidique est orientée dans le sens 5', 3', on dira qu'elle a une polarité 5', 3'. Et ce sens 5', 3' est le sens dans lequel les séquences des acides nucléiques sont synthétisées au cours de la réplication pour l'ADN et au cours de la transcription pour les ARN. C'est aussi le sens dans lequel l'information portée par la séquence des ARN messagers sera lue au cours de la traduction. L'enchaînement des nucléotides forme un squelette pentose-phosphate, symbolisé en bleu clair sur ce schéma, est composé par une alternance de groupements pentose, représentés ici en vert, et de groupements phosphate, représentés ici en jaune. Ce squelette axial porte un alignement de bases azotées, représenté ici en orange. Les nucléotides des acides nucléiques diffèrent par leur base azotée, qui sont des molécules aromatiques. Chaque base azotée est formée d'un ou deux cycles contenant des atomes de carbone et des atomes d'azote. Leurs atomes d'azote tendent à capter des protons et agissent donc comme des bases, d'où le nom de base azotée. Il existe deux familles de bases azotées. La première famille est celle des bases azotées pyrimédiques, qui sont caractérisées par la présence d'un seul cycle contenant 4 atomes de carbone et 2 atomes d'azote.
Les bases azotées pyrimidiques sont de trois types. D'une part, la cytosine, ou C, d'autre part, la thymine, ou T, et enfin, l'uracile, ou U. La seconde famille est celle des bases azotées puriques, qui sont caractérisées par la présence de deux cycles accolés. Ces bases azotées puriques sont donc plus volumineuses que les bases azotées pyrimidiques. Les bases azotées puriques sont d'une part l'adénine, ou A, et la guanine, ou G. Les nucléotides qui entrent dans la composition de l'ADN présentent trois caractéristiques. Une première caractéristique, déjà évoquée, est qu'ils sont constitués par un seul groupement phosphate, comme le sont aussi les nucléotides polymérisés dans l'ARN. Une deuxième caractéristique des nucléotides de l'ADN est que leurs bases azotées sont A, G, C et T, alors que les bases azotées des nucléotides des ARN sont A, G, C et U. Les symboles A, T, C et G sont utilisés de façon courante pour désigner soit les quatre bases azotées de l'ADN, soit les quatre nucléotides de l'ADN. La troisième caractéristique des nucléotides de l'ADN est que le pentose des nucléotides de l'ADN est un désoxyribose, alors que le pentose des nucléotides des ARN est un ribose. Il n'existe qu'une seule différence entre ces deux pentoses. Le carbone 2' du ribose est lié à l'oxygène d'une fonction OH, alors que le carbone 2' du cycle du désoxyribose n'est pas lié à un oxygène et ne porte donc pas de fonction OH, mais il porte seulement un atome d'hydrogène. C'est parce qu'il manque un atome d'oxygène sur le carbone 2' du cycle du désoxyribose qu'on appelle ce sucre le désoxyribose. La fonction OH étant un groupement réactif, le désoxyribose des nucléotides de l'ADN est donc plus stable que le ribose des nucléotides de l'ARN. Le sigle ADN signifie acide désoxyribonucléique parce que c'est un acide nucléique dont le sucre est un désoxyribose. Et le sigle ARN signifie acide ribonucléique parce qu'il s'agit d'un acide nucléique dont le sucre est un ribose. Voici une représentation d'une chaîne nucléotidique de l'ADN constituée par un enchaînement de nucléotides. Le squelette pentose-phosphate, constitué par une séquence répétée d'unités de pentose-phosphate, est symbolisé en bleu clair sur ce schéma. Les groupements phosphates, représentés ici en jaune, donnent à la molécule d'ADN une charge négative. Les pentoses de ce squelette, représentés ici en bleu foncé, ne portent pas de fonction OH sur leur carbone 2'. Ce sont donc les désoxyriboses caractéristiques des nucléotides de l'ADN. Les liaisons phosphodiestères qui unissent entre eux les nucléotides de l'ADN font le lien entre le carbone 3' d'un désoxyribose et le carbone 5' du désoxyribose suivant. Le carbone 3' du désoxyribose qui porte seulement une fonction OH et qui n'est pas engagé dans une liaison avec un autre nucléotide constitue donc l'extrémité 3' de ce brin d'ADN. Le carbone 5' du désoxyribose qui porte seulement un groupement phosphate et qui n'est pas engagé dans une liaison avec un autre nucléotide constitue donc l'extrémité 5' de ce brin d'ADN. Sur ce schéma, les quatre types
de bases azotées des nucléotides de l'ADN sont représentés. L'adénine et la guanine, avec leurs 2 cycles, sont les bases puriques de l'ADN. La cytosine et la thymine, avec leur cycle unique, sont les bases pyrimidiques de l'ADN. Avec l'équation 2 de Chargaff que je vous rappelle ici, on a vu que dans l'ADN, A plus G égale T plus C. C'est-à-dire que dans l'ADN, la proportion de bases azotées puriques, A et G, est la même que la proportion de bases azotées pyrimidiques, T et C. Cette observation résulte du fait que la molécule ADN est une molécule bicaténaire constituée par 2 chaînes polynucléotidiques complémentaires, contrairement aux molécules d'ARN qui ne sont constituées généralement que par une seule chaîne. Notons que les ARN peuvent présenter certaines portions bicaténaires qui confèrent par exemple aux ARN de transfert leur structure secondaire en forme de feuilles de trèfle. La molécule ADN est composée de 2 chaînes de nucléotides, qu'on appelle aussi les 2 brins de l'ADN, et qui sont enroulés en spirale l'un par rapport à l'autre, ce qui constitue la structure secondaire de l'ADN. Cette organisation en double hélice de la molécule d'ADN a été découverte par Watson et Crick en 1953, cette découverte ayant été récompensée par un prix Nobel en 1962. La forme la plus courante de l'ADN est celle qui est représentée ici à gauche. Cette conformation, décrite par Watson et Crick, est appelée la conformation B et elle est la plus stable dans les conditions physiologiques. Cette conformation B est une hélice dextrogyre, c'est-à-dire une spirale tournant vers la droite, comme le pas d'une vis, mais il existe d'autres conformations de l'ADN, comme la forme Z, une forme rare où l'hélice tourne vers la gauche. La double hélice d'ADN montre 2 sillons délimités par le squelette pentose-phosphate de chaque brin. Le grand sillon d'une part, large et profond, et le petit sillon d'autre part, étroit et peu profond. Des protéines se fixant à l'ADN possèdent souvent des domaines qui s'insèrent dans ces sillons. Pour plus de clarté sur le schéma de droite, on a représenté les 2 brins d'ADN non pas enroulés en hélice, mais déroulés. Les 2 chaînes de l'ADN sont orientées en sens opposé. On dit qu'elles sont anti-parallèles. Par exemple, sur ce schéma de droite, le brin représenté à gauche est orienté de 5' à 3' quand on descend sur ce schéma, et l'autre brin représenté à droite est orienté de 5' à 3' quand on remonte sur ce schéma. Les 2 squelettes de désoxyribose phosphate se trouvent sur les bordures extérieures de l'hélice, alors que les bases azotées qui sont liées au carbone 1' de chaque désoxyribose sont situées à l'intérieur de l'hélice. Les bases azotées présentes sur chaque chaîne vont s'apparier, nous l'avons vu, selon une règle simple. Il existe seulement 2 paires de bases possibles, soit la paire de bases AT, soit la paire de bases CG. Les bases azotées de ces 2 paires sont dites complémentaires. L'association entre A et T d'une part et entre C et G d'autre part se fait par l'intermédiaire de liaisons hydrogènes qui sont représentées sur ce schéma par des pointillés. Ces liaisons hydrogènes sont des liaisons de faible énergie, faciles à rompre, contrairement aux liaisons phosphodiester qui unissent entre eux les nucléotides d'une même chaîne. Les 2 chaînes polynucléotidiques de l'ADN sont donc reliées par des liaisons hydrogènes
qui unissent les bases azotées complémentaires, ce qui fait que la molécule ADN ressemble à une sorte d'échelle. Les bases azotées appariées forment les barreaux de cette échelle. Les deux squelettes composés de phosphate et de désoxyribose forment les montants de cette sorte d'échelle. Notons qu'il existe aussi d'autres liaisons de faible énergie entre les bases azotées superposées, telles que les liaisons de Van der Waals, qui sont des interactions électriques de faible intensité, contribuant avec les liaisons hydrogènes entre bases azotées complémentaires à stabiliser la double hélice. Ces liaisons de Van der Waals, qui attirent entre elles les paires de bases empilées, sont appelées plus précisément ici des forces d'empilement. Dans la conformation B de l'ADN, qui est représentée sur le schéma de gauche, l'hélice d'ADN a un diamètre de 2 nanomètres et elle fait un tour complet sur une longueur de 3,4 nanomètres. Comme les bases sont espacées de 0,34 nanomètres, chaque tour d'hélice porte donc 10 paires de bases, soit 10 barreaux de l'échelle. Dans la double hélice d'ADN, chacune des bases azotées a donc un complément exclusif, une base azotée purique étant toujours liée par des liaisons hydrogènes à une base azotée pyrimidique. Les bases puriques sont environ 2 fois plus larges que les bases pyrimidiques. Une paire de bases puriques serait trop large et elle éloignerait localement l'un de l'autre les deux squelettes de pentose phosphate, et une paire de bases pyrimidiques serait trop étroite et elle rapprocherait localement l'un de l'autre les deux brins d'ADN. Ainsi, chaque paire de bases a une largeur identique, ce qui maintient les squelettes de pentose phosphate à distance constante l'un de l'autre tout au long de la molécule ADN. Le diamètre de la molécule ADN reste donc constant tout le long de la double hélice. La règle de Chargaff, exprimée par le rapport A sur T est égal à 1 et le rapport G sur C est égal à 1, s'explique par le fait que l'adénine forme toujours une paire avec la thymine et que la guanine forme toujours une paire avec la cytosine. Ainsi, quand on lit la séquence des bases d'un brin d'ADN, on peut en déduire la séquence de base de l'autre brin. Par exemple, si on lit sur ce schéma la séquence du brin de gauche dans le sens 5', 3', on a la séquence 5', T, G, C, A, 3'. Et la règle d'appariement des bases azotées nous permet de dire que la séquence du brin opposé, lue dans le sens 3', 5', sera obligatoirement 3', A, C, G, T, 5'. Les deux brins ou les deux chaînes de l'ADN sont qualifiés de complémentaires. La complémentarité des bases azotées de l'ADN va jouer un rôle fondamental. Elle permet par exemple la production de 2 copies identiques de chaque molécule ADN au cours du processus de réplication, et la phase de division cellulaire permettra ensuite à ces copies d'ADN d'être distribuées dans les 2 cellules filles. Les règles d'appariement des bases définissent des combinaisons entre bases azotées formant les barreaux de l'échelle. Mais ces règles ne limitent en rien la séquence de nucléotides le long de chaque brin d'ADN. Ainsi, les 4 bases azotées de l'ADN peuvent former une infinité de séquences, et chaque gène porté par l'ADN a une séquence de bases azotées qui lui est propre. La majorité des molécules ADN sont très longues, possédant des milliers, voire des millions de paires de bases, reliant entre elles les 2 chaînes. Par exemple, le chromosome 1 humain, qui est le plus grand de nos chromosomes, contient environ 220 millions de paires de bases pour une longueur de plus de 7 cm. Une double hélice d'ADN contient ainsi un grand nombre de gènes dont chacun occupe un segment précis de la molécule ADN. L'ADN est le support universel de l'information génétique chez les êtres vivants et nous reviendrons sur cet aspect important dans la prochaine vidéo.
Pour terminer cette partie de mobilisation des connaissances, on pouvait rappeler que l'ADN forme des molécules linéaires dans le noyau des cellules eucaryotes, mais on trouve aussi de l'ADN circulaire dans le cytoplasme des prokaryotes et dans deux types d'organites des cellules eucaryotes que sont les mitochondries et les chloroplastes. Dans les virus, le matériel génétique est localisé à l'intérieur d'une capside. Les virus à ADN contiennent de l'ADN généralement bicaténaire, parfois monocaténaire, et leur ADN peut être linéaire ou circulaire. Par exemple, le phage T2 contient de l'ADN bicaténaire et linéaire. Certains virus ont comme matériel génétique de l'ARN qui peut être monocaténaire ou bicaténaire. Passons à la question 92 dans laquelle je vous demande d'analyser ce document 2 en adoptant, comme dans la question précédente, une démarche en 4 temps. Interrompez ici la lecture de la vidéo et prenez le temps de répondre à cette question avant de relancer la lecture de cette vidéo. Voici la correction de la question 92 dans laquelle vous deviez présenter une analyse du document 2. Le premier temps de votre analyse devait être consacré à la présentation de la technique utilisée pour obtenir ce document. L'obtention du document 2 a nécessité l'utilisation d'un spectrophotomètre et vous deviez présenter la technique de spectrophotométrie. Voici quelques éléments de présentation de la spectrophotométrie. Un spectrophotomètre est un appareil qui permet de mesurer l'absorbance d'une solution à une longueur d'onde lambda donnée ou bien sur toute une gamme de longueurs d'onde. Cet appareil va décomposer la lumière polychromatique en différentes longueurs d'onde et il envoie ces longueurs d'onde séparément puis successivement sur l'échantillon en solution. Une lumière monochromatique incidente d'intensité I0 et de longueur d'onde lambda va traverser une cuve contenant la solution étudiée. Et l'appareil va mesurer l'intensité I de la lumière transmise. En comparant l'intensité I0 du faisceau incident et l'intensité I du faisceau transmis, I étant inférieur ou égal à I0, le spectrophotomètre permet de mesurer pour chaque longueur d'onde la transmission T de la solution qui est le rapport I sur I0. La loi de Beer-Lambert exprime l'absorbance, qu'on appelle aussi la densité optique, ou DO. La DO est égale au log de 1 sur T, et c'est égal à epsilon CD. Dans cette équation, epsilon est le coefficient d'absorption spécifique de la substance en solution à la longueur d'onde utilisée. C est la concentration de la substance et D est l'épaisseur de la cuve qui contient la solution. Un spectrophotomètre mesure donc l'absorbance ou densité optique d'une solution à une longueur d'onde lambda donnée. La valeur affichée par le spectrophotomètre est l'absorbance de la solution testée à la longueur d'onde étudiée. Le spectrophotomètre peut être utilisé pour mesurer de manière instantanée une absorbance à une longueur d'onde donnée. La mesure de la densité optique à chaque longueur d'onde permet de tracer le spectre d'absorption de la substance en solution, ce qui peut permettre d'une part d'identifier des molécules en solution, par comparaison avec des spectres de référence de molécules connues, et d'autre part de déterminer la pureté d'une substance par comparaison avec le spectre de cette même substance, mais pure. Selon la loi de Beer-Lambert, la densité optique ou absorbance d'une solution est proportionnelle à la concentration de la substance en solution, à condition de se placer à la longueur d'onde que cette substance absorbe. C'est pourquoi la longueur d'onde est réglée en fonction de la substance dont on veut connaître la concentration, et on choisit en général la longueur d'onde pour laquelle l'absorbance de la substance est maximale. La mesure d'une densité optique à une longueur d'onde déterminée permet donc de calculer
la concentration d'une molécule en solution, d'après cette équation DO égale epsilon fois C fois D, connaissant l'épaisseur D de la cuve et connaissant le coefficient epsilon de la molécule à la longueur d'onde utilisée, ce coefficient epsilon étant fourni par des tables. Pour obtenir le document 2, on va mesurer pour différentes longueurs d'onde l'absorbance de deux solutions aqueuses d'ADN ayant la même concentration et le même pH neutre. Le spectrophotomètre balaye ici une gamme de longueurs d'onde qui s'étend de 200 à 300 nanomètres et pour chaque longueur d'onde, l'appareil va mesurer l'absorbance de ces solutions. On peut alors tracer le graphe suivant où les valeurs de l'absorbance de ces solutions apparaissent sur l'axe des ordonnées et où les différentes longueurs d'onde sont présentées sur l'axe des abscisses. Une des deux solutions analysées par spectrophotométrie est une solution aqueuse d'ADN bicaténaire, ce qui a permis l'obtention de la courbe présentée en rose. L'autre solution est une solution aqueuse du même ADN, mais cet ADN est à l'état monocaténaire, ce qui a permis l'obtention de la courbe bleue. Le deuxième temps de l'analyse de documents devait être consacré à l'observation du document 2. On peut voir que les deux solutions d'ADN étudiées absorbent les longueurs d'onde situées entre 200 et 300 nanomètres, avec un maximum d'absorbance situé à 260 nanomètres. Dans cette gamme de longueurs d'onde, l'absorbance de l'ADN monocaténaire est supérieure à celle de l'ADN bicaténaire. À 260 nanomètres, l'absorbance de l'ADN monocaténaire est environ 20% supérieure à celle de l'ADN bicaténaire. Passons maintenant au troisième temps de l'analyse de documents, c'est-à-dire à son interprétation. Le graphe représentant l'absorbance d'une solution d'ADN en fonction de la longueur d'onde est appelé le spectre d'absorption de cette solution d'ADN. Les longueurs d'onde testées ici sont non pas situées dans la lumière visible, mais dans les ultraviolets, et plus précisément dans les ultraviolets de courte longueur d'onde que l'ADN est donc capable d'absorber. Ces deux solutions d'ADN présentent un spectre d'absorption comparable avec un pic d'absorption situé à 260 nanomètres et à 260 nanomètres, l'absorbance maximale de l'ADN monocaténaire, c'est-à-dire de l'ADN dénaturé ayant perdu sa structure secondaire, est supérieure à celle de l'ADN bicaténaire, c'est-à-dire de l'ADN natif caractérisé par sa structure en double hélice. On parlera alors d'hyperchromicité de l'ADN monocaténaire par rapport à l'ADN bicaténaire et on parlera d'hypochromicité de l'ADN bicaténaire par rapport à l'ADN monocaténaire. Les bases azotées de l'ADN sont constituées d'hétérocycles aromatiques et comme la plupart des molécules biologiques contenant des noyaux aromatiques, les bases azotées absorbent les rayons ultraviolets à différentes longueurs d'onde. Dans l'ultraviolet de courte longueur d'onde, les bases puriques et pyrimidiques ont des pics d'absorption spécifiques. Les zones d'absorption des 4 bases azotées de l'ADN s'étalent de 240 à 280 nanomètres avec un maximum d'absorption spécifique pour chacune des 4 bases, si bien que l'ADN constitué par ces 4 types de bases présente dans cette gamme de longueur d'onde un maximum d'absorption à 260 nanomètres. Le spectre d'absorption de l'ADN est la résultante des spectres d'absorption individuels des bases puriques et pyrimidiques constitutives de l'ADN. Dans l'ADN bicaténaire, les bases azotées sont présentes au centre de la double hélice et elles sont donc moins exposées que celles de l'ADN monocaténaire, ce qui explique l'hypochromicité de la molécule d'ADN bicaténaire par rapport à l'ADN monocaténaire. Dans la molécule d'ADN monocaténaire, les bases azotées se trouvent exposées au solvant aqueux et leur absorption d'ultraviolet se trouve alors augmentée, ce qui explique l'hyperchromicité de l'ADN monocaténaire par rapport à l'ADN bicaténaire.
En fait, quand les deux brins d'ADN sont séparés, les forces d'empilement entre bases azotées au sein de la double hélice diminuent fortement, ce qui va modifier la nature électronique des bases azotées et augmente alors l'absorption des rayons ultraviolets. Dans le quatrième temps de votre analyse, vous deviez mobiliser vos connaissances afin de prolonger l'étude de ce document 2. On pouvait évoquer par exemple que les ARN absorbent aussi les ultraviolets de courte longueur d'onde avec un maximum d'absorption à 260 nanomètres. On peut donc utiliser la technique de spectrophotométrie pour localiser des acides nucléiques présents par exemple dans un tube de centrifugation en faisant défiler ce tube devant le faisceau d'un spectrophotomètre réglé à 260 nanomètres. On pouvait évoquer aussi le fait qu'il est possible d'estimer le degré de dénaturation d'une molécule d'ADN en mesurant son absorbance dans l'ultraviolet, précisément à 260 nanomètres. À cette longueur d'onde, plus la molécule d'ADN sera dénaturée et plus l'absorbance de cette longueur d'onde augmentera. On pouvait également signaler que la mesure de l'absorbance à 260 nanomètres d'une solution d'acide nucléique, par exemple d'une solution d'ADN, pouvait permettre d'estimer sa concentration et sa pureté. Passons maintenant à la question 93, dans laquelle vous devez présenter, toujours en 4 temps, une analyse de ce document 3. Stoppez ici la lecture de la vidéo et prenez le temps nécessaire pour faire cette analyse du document 3. Puis, lorsque vous aurez terminé les 4 points de votre analyse, vous pourrez relancer la lecture de cette vidéo pour découvrir le corrigé qui suit. Voici le corrigé de la question 93, dans laquelle vous deviez présenter une analyse du document 3. Abordons dans un premier temps les aspects techniques. On a d'abord extrait et purifié de l'ADN d'une cellule d'Homo sapiens, c'est-à-dire d'une cellule humaine. Cet ADN est placé dans une solution saline à pH 7 et on va utiliser un spectrophotomètre dont la longueur est fixée à 260 nanomètres pour mesurer l'absorbance de cette solution. La température initiale de la solution aqueuse d'ADN est de 30 degrés et on fait une première mesure de son absorbance. Puis on va progressivement chauffer cet échantillon et mesurer l'absorbance de cette solution, par exemple à chaque élévation de 1 degré. Il est important que l'accroissement de la température se fasse lentement et progressivement. Le document 3 présente la courbe que cette expérience permet d'obtenir avec, en ordonnée, l'accroissement relatif d'absorbance à 260 nanomètres, exprimé en pourcentage, et en abscisse, la température exprimée en degrés Celsius. Le second temps de votre analyse devait être consacré à l'observation. La courbe présentée sur le document 3 est une courbe en forme de S, c'est-à-dire une courbe sigmoïde avec un point d'inflexion qui est situé ici. Ce point d'inflexion correspond en ordonnée à 50% d'augmentation de l'absorbance et en abscisse à une température d'environ 86 degrés. Plus la température augmente, plus l'absorbance de la solution d'ADN augmente, mais cette relation entre l'absorbance et la température n'est pas une relation linéaire. En effet, l'augmentation d'absorbance est très modérée pour les températures inférieures à 70 degrés, c'est-à-dire dans la partie gauche de cette courbe sigmoïde, et elle est également très modérée pour les températures supérieures à 100 degrés, c'est-à-dire dans la partie droite de cette courbe. Par contre, l'augmentation d'absorbance est très importante dans la zone de la courbe qui est située près du point d'inflexion. Le troisième temps de votre analyse est celui de l'interprétation. Nous avons vu avec le document 2 que la dénaturation de l'ADN conduit à une augmentation de son absorbance à 260 nanomètres. Comme ce document 3
montre que l'élévation progressive de la température conduit à une augmentation de l'absorbance de l'ADN, on peut en déduire que le réchauffement progressif d'une solution d'ADN conduit à sa dénaturation. L'ADN à 30 degrés était au départ sous sa forme native, c'est-à-dire sous sa forme bicaténaire. Le réchauffement progressif de cette solution d'ADN a conduit à l'obtention d'une quantité croissante d'ADN dénaturé jusqu'à l'obtention, pour les températures supérieures à 120 degrés, d'une solution dont toutes les molécules ADN sont dénaturées, c'est-à-dire toutes sous forme monocaténaire. Nous avons vu dans le corrigé de la question 91 que des liaisons hydrogènes unissent entre elles les bases azotées complémentaires situées au centre de la double hélice que forme l'ADN natif. Et ces liaisons de faible énergie sont faciles à rompre, notamment par suite d'une augmentation de la température. Ces liaisons hydrogènes sont dites thermolabiles et l'augmentation progressive de la température a conduit à la rupture progressive des liaisons hydrogènes. En réchauffant progressivement la solution d'ADN, la proportion de bases azotées désappariées s'accroît et finalement les deux brins se séparent complètement et la molécule ADN est alors dénaturée. La dénaturation de l'ADN est ici thermique parce qu'elle a été provoquée par une augmentation de la température. On dit que l'augmentation de la température a provoqué la fusion de la molécule d'ADN. Et inversement, si une solution d'ADN dénaturée présente au départ par exemple à 130 degrés est progressivement refroidie, elle va retrouver peu à peu sa structure bicaténaire initiale et on dira alors qu'elle a été renaturée. Cette renaturation est aussi appelée une hybridation. Par contre, si on refroidit brutalement une solution d'ADN dénaturée, par exemple en la plongeant d'un coup dans de la glace, cet ADN restera monocaténaire. Sur ce document 3, aux températures inférieures à 58 degrés, 100% des molécules d'ADN sont sous forme bicaténaire. Et pour des températures supérieures à 120 degrés, 100% des molécules d'ADN sont sous forme monocaténaire. Quand la température augmente ici de 58 degrés à 120 degrés, on a dans la solution de moins en moins de molécules d'ADN bicaténaire et de plus en plus de molécules d'ADN monocaténaire. Le tracé de l'augmentation d'absorbance d'une solution d'ADN au départ bicaténaire en fonction de la température obtenue par le réchauffement progressif de la solution d'ADN est appelé la courbe de fusion de l'ADN ou courbe de dénaturation de l'ADN. Lors d'un refroidissement lent, l'absorbance va suivre la courbe de fusion en sens inverse, c'est-à-dire que la molécule ADN va absorber alors de moins en moins de lumière ultraviolette, ce qui montre sa renaturation. L'hyperchromicité ou effet hyperchrome de l'ADN est la propriété qu'a l'ADN d'absorber davantage dans l'ultraviolet lorsque cet ADN a subi une dénaturation, c'est-à-dire une fusion, c'est-à-dire lorsque l'ADN perd sa structure secondaire. Dans l'ADN bicaténaire, les paires de bases empilées sont situées à l'intérieur de la double hélice, ce qui conduit à une diminution de leur absorption dans l'ultraviolet. C'est l'hypochromicité du double brin. Une augmentation de la température qui provoque la rupture des liaisons hydrogènes entre bases complémentaires va donc provoquer la séparation des deux brins d'ADN, conduisant à l'hyperchromicité du simple brin. L'effet hyperchrome, qui correspond au passage d'une molécule bicaténaire à une molécule monocaténaire, est donc fonction de la température. Le point d'inflexion de cette courbe de fusion de l'ADN correspond à la demi-absorbance maximale. La température pour laquelle l'absorbance de la solution d'ADN est égale à 50% de son absorbance maximale est appelée sa température de fusion ou température de dénaturation. On dit encore
le point de fusion de cette solution. Et cette température est notée Tm, M pour melting, melting signifiant fusion en anglais, et T pour temperature, qui signifie température. Ainsi, en suivant l'absorbance d'une solution d'ADN en fonction de la température, il est possible de déterminer la température Tm de cette solution. La Tm est la température pour laquelle 50% de la population de molécules d'ADN est sous forme bicaténaire et 50% de la population de molécules d'ADN est sous forme monocaténaire. Cette température est de 86 degrés sur le document 3. La courbe de fusion de l'ADN est une courbe sigmoïde parce qu'un phénomène de coopérativité se produit lors de la dénaturation. Ainsi, la transition nette entre l'état bicaténaire et l'état dénaturé de l'ADN reflète la rupture des interactions coopératives entre les paires de bases empilées de l'ADN bicaténaire, paires de bases qui sont maintenues dans la double hélice par des liaisons hydrogènes. Le quatrième temps de votre analyse devait vous permettre de mobiliser vos connaissances pour prolonger l'étude de ce document 3. On pouvait par exemple signaler ici que la valeur de la température de fusion, la Tm, varie selon les molécules d'ADN. Ainsi, la température de fusion va augmenter avec la longueur du fragment d'ADN parce qu'un ADN long contient plus de liaisons hydrogènes entre bases complémentaires à rompre qu'un ADN plus court. Le document 3 mettait en évidence la dénaturation thermique d'une solution d'ADN provoquée par un chauffage progressif à des températures élevées, mais le pH a été maintenu pendant toute l'expérience à une valeur de 7. Une dénaturation chimique de l'ADN est également possible, par exemple en augmentant le pH de la solution ou bien en ajoutant de l'urée. L'utilisation de solutions alcalines ou de solutions d'urée vont, exactement comme l'élévation de température, fragiliser les liaisons hydrogènes entre paires de bases. Ces liaisons vont alors se rompre, ce qui va conduire aussi à la séparation des deux brins de l'ADN et ce qui va conduire donc à la dénaturation de la molécule d'ADN. Pour terminer le quatrième temps de l'analyse du document 3, on pouvait rappeler que la séparation des deux brins d'ADN n'est pas seulement un processus artificiel provoqué in vitro par dénaturation thermique ou dénaturation chimique, mais qu'il s'agit aussi d'un processus naturel qui se produit dans les cellules, par exemple lors de la réplication de l'ADN ou lors de la transcription. Dans les cellules vivantes, la double hélice d'ADN n'est pas dissociée par la chaleur, mais par l'activité d'enzymes qu'on appelle des ADN hélicases et qui sont des enzymes qui utilisent l'énergie de l'ATP pour séparer les deux brins de l'ADN. Ainsi, au cours du processus de réplication de l'ADN qui est illustré sur cette figure, les deux brins de l'ADN parental sont séparés au niveau d'une fourche de réplication grâce à l'activité d'ADN hélicase. Les désoxyribonucléotides s'incorporent alors aux deux nouveaux brins en élongation qui sont complémentaires des brins parentaux d'ADN. La fourche de réplication a un fonctionnement asymétrique. Le brin d'ADN fils qui est synthétisé de façon continue sur une des deux branches de la fourche est appelé le brin avancé, alors que l'autre brin fils, synthétisé de façon discontinue sur l'autre branche de la fourche, est appelé le brin retardé. Les nucléotides de l'ADN nécessaires à la réplication sont des désoxyribonucléotides triphosphates qui vont perdre deux de leurs groupements phosphates au cours de leur incorporation dans la chaîne néosynthétisée. Les enzymes qui catalysent la polymérisation des désoxyribonucléotides lors de la réplication sont appelées des ADN polymérases. De même, le processus de transcription débute par l'ouverture et le déroulement d'une petite portion de la double hélice d'ADN afin d'exposer
les bases azotées de chacun de ces brins. Et l'un des deux brins, qualifié de brin transcrit, va servir de matrice pour la synthèse d'une molécule d'ARN. Les enzymes qui catalysent la transcription sont appelées des ARN polymérases. Les nucléotides précurseurs de l'ARN sont des ribonucléotides triphosphates qui vont perdre aussi deux de leurs groupements phosphates au cours de leur incorporation dans l'ARN. Passons maintenant à la question 94 qui est la dernière de cette vidéo et dans laquelle je vous demande de présenter une analyse de ce document 4 en conservant toujours les mêmes 4 temps dans votre démarche. Stoppez ici la lecture de cette vidéo et prenez le temps de conduire votre analyse puis relancez la lecture de la vidéo afin de découvrir le corrigé qui suit. Voici le corrigé de la question 94 dans laquelle je vous demande d'analyser ce document 4 en 4 temps. Le premier temps de votre analyse est celui de la présentation de la technique utilisée pour obtenir ce document. On étudie ici 3 solutions salines dont le pH est égal à 7 et qui contiennent chacune un type différent de molécules d'ADN. Une première solution contient de l'ADN extrait de cellules humaines, exactement comme dans la question précédente, et cette solution va servir de référence. Une seconde solution contient un ADN poly-AT, c'est-à-dire une molécule d'ADN synthétisée in vitro et formée uniquement par une succession de désoxyribonucléotides à adénine et à thymine. Une troisième solution contient un ADN poly-GC, c'est-à-dire une molécule d'ADN synthétisée in vitro et composée uniquement d'une succession de désoxyribonucléotides à guanine et à cytosine. Ces 3 types de molécules d'ADN ont exactement le même nombre de nucléotides constitutifs et ces 3 types de molécules d'ADN sont au départ sous forme bicaténaire. Puis, on va analyser ces 3 solutions d'ADN par spectrophotométrie à 260 nanomètres en les exposant pour chaque mesure d'absorbance à une température augmentée par exemple de 1 degré Celsius, exactement comme dans le protocole expérimental présenté dans la question précédente. Les températures sont ainsi augmentées progressivement de 40 à 120 degrés. Ces expériences permettent ainsi de construire 3 courbes présentées sur un même graphe, une pour chaque solution d'ADN. Comme pour le document 3, ce graphe présente l'accroissement relatif de l'absorbance en pourcent en fonction de la température en degrés Celsius. Passons maintenant au second temps de l'analyse consacré à l'observation de ce document 4. La courbe rouge obtenue avec les molécules de poly-AT, la courbe noire de référence obtenue avec les molécules d'ADN cellulaire et la courbe bleue obtenue avec les molécules de poly-GC sont toutes les 3 des courbes sigmoïdes, mais elles sont décalées horizontalement les unes par rapport aux autres. La courbe rouge est décalée vers la gauche par rapport à la courbe noire de référence et la courbe bleue est décalée vers la droite par rapport à la courbe noire de référence. Une façon de comparer ces 3 courbes est d'exprimer la température Tm ou température de fusion de ces 3 solutions, sachant que la température de fusion est la température à laquelle l'augmentation relative d'absorbance est de 50%. La température de fusion du poly-AT est donc égale à 70 degrés. La température de fusion de l'ADN cellulaire est égale à 86 degrés, ce que nous avions déjà déterminé sur le document 3, et la température de fusion du poly-GC est égale à 110 degrés. Des 3 types d'ADN testés, le poly-AT est donc celui qui a la température de fusion la plus basse, le poly-GC est celui qui a la température de fusion la plus élevée, et l'ADN cellulaire a une température de fusion intermédiaire entre celles des 2 autres types d'ADN. Passons maintenant au troisième temps de l'analyse, c'est-à-dire à l'interprétation du document 4. Exactement comme pour le document 3,
la spectrophotométrie à 260 nanomètres permet de suivre la dénaturation de l'ADN bicaténaire de départ. La dénaturation est révélée par l'augmentation de l'absorbance qui en découle. La chaleur entraîne la séparation des deux brins d'ADN en provoquant la rupture des liaisons hydrogènes qui unissent les bases azotées des deux brins complémentaires. Les trois courbes visibles ici sont les courbes de fusion des trois types d'ADN testés, et ces courbes sont sigmoïdes car au cours de la dénaturation de l'ADN provoquée par le réchauffement, des interactions coopératives entre les paires de bases de l'ADN bicaténaire se trouvent rompues. La comparaison de ces trois courbes, et notamment la comparaison des températures de fusion de ces trois solutions, révèle que l'ADN ayant le contenu le plus élevé en GC, c'est-à-dire le poly-GC qui contient 100% de GC, requiert une température plus élevée pour être dénaturé que l'ADN ayant le contenu en GC le moins élevé, c'est-à-dire le poly-A qui contient 100% d'AT et donc qui contient 0% de GC. L'ADN cellulaire est un ADN naturel, formé donc des quatre types de bases azotées. Il contient donc plus de GC que le poly-AT, mais moins de GC que le poly-GC. Le document 1, analysé dans la question 91 de cette vidéo, vous a présenté la composition en bases azotées de différents ADN, et avec cet extrait du document 1, je vous rappelle la composition de l'ADN d'Homo sapiens. L'ADN humain contient 30,9% d'adénine et 29,4% de thymine, soit 30,9 plus 29,4 égale 60,3% d'AT. Et cet ADN humain contient 19,9% de guanine et 19,8% de cytosine, soit 19,9 plus 19,8 égale 39,7% de GC. L'ADN humain a donc une quantité de GC qui est intermédiaire entre les deux autres types d'ADN analysés ici, et sa température de dénaturation s'avère donc être supérieure à celle du poly-AT mais inférieure à celle du poly-GC. Le pourcentage de GC influence donc la température de fusion de l'ADN qui contient ces GC. En effet, dans l'ADN bicaténaire que nous avons présenté lors de la correction de la question 91, il n'y a pas le même nombre de liaisons hydrogènes entre les différents types de bases azotées. Sur le schéma de gauche, qui représente les deux brins d'une molécule d'ADN, schéma que je vous avais déjà montré dans la correction de la question 91, les liaisons hydrogènes entre bases azotées complémentaires sont représentées par des pointillés. Notez bien que dans la paire de bases AT, l'adénine et la thymine sont unies entre elles par deux liaisons hydrogènes, alors que dans la paire de bases GC, la guanine et la cytosine sont unies entre elles par trois liaisons hydrogènes. Le schéma de droite vous montre la position précise de ces doubles liaisons entre bases azotées. Les liaisons hydrogènes relient ici les atomes d'hydrogène soit à des atomes d'oxygène, soit à des atomes d'azote. Et on voit bien sur ce schéma que la paire de bases GC possède une liaison hydrogène supplémentaire par rapport à la paire de bases AT. Notons que les bases azotées ne peuvent s'apparier de cette façon que si les deux chaînes polynucléotidiques qui les contiennent sont antiparallèles l'une par rapport à l'autre. Nous avons vu que les forces d'empilement entre les bases azotées superposées au cœur de la double hélice d'ADN interviennent aussi dans la stabilité de cette molécule. En raison des interactions d'empilement entre les paires de bases successives GC, nécessitant moins d'énergie que les interactions d'empilement entre paires de bases successives AT, les molécules d'ADN sont d'autant plus stables d'un point de vue thermodynamique qu'elles sont riches en GC. Il faut donc une énergie plus élevée pour séparer les paires de bases GC empilées que pour séparer les paires de bases AT empilées. Un ADN riche en GC est donc plus stable qu'un ADN riche en AT.
lors de l'élévation de la température, ce sont les paires de bases AT, unies seulement par deux liaisons hydrogène, qui se séparent les premières, alors que les paires de bases GC, qui sont unies par une liaison hydrogène supplémentaire, se sépareront pour des températures plus élevées. La température de fusion d'une molécule d'ADN dépend de la quantité de liaisons hydrogène présentes dans cette molécule. La température de fusion est par conséquent d'autant plus élevée que la molécule ADN est riche en paires de bases GC. Ainsi, sur le document complémentaire qui apparaît ici en haut à droite, les trois ADN analysés contiennent respectivement 20, 50 et 80% de GC et leur température de fusion est d'autant plus élevée que leur pourcentage de base GC est grand. Sur le document 4, présenté ici à gauche, le poly-AT a une température de fusion plus basse que l'ADN cellulaire parce qu'il contient, sous forme bicaténaire, moins de liaisons hydrogènes que l'ADN cellulaire bicaténaire. Et le poly-GC a une température de fusion plus élevée que l'ADN cellulaire parce qu'il contient, sous forme bicaténaire, plus de liaisons hydrogènes que l'ADN cellulaire bicaténaire. Il faut donc une énergie plus élevée, ici une énergie thermique, pour disjoindre les paires de bases GC que pour disjoindre les paires de bases AT. La séparation des deux chaînes d'une molécule d'ADN est par conséquent d'autant plus facile que l'ADN est riche en paires de bases AT unies seulement par deux liaisons hydrogènes. Et la température de fusion d'un ADN riche en AT est plus basse que celle d'un ADN riche en GC, non seulement parce que les paires de bases AT contiennent une liaison hydrogène en moins que les paires de bases GC, mais aussi parce que les forces d'empilement sont plus importantes pour des paires de GC successives que pour des paires d'AT successives, ce qui est lié à la géométrie des cycles aromatiques des bases azotées. Passons au quatrième temps de l'analyse qui devait vous permettre de mobiliser vos connaissances pour approfondir l'étude du document 4. Dans cette partie, on pouvait revenir sur le document 1 qui présentait la composition en base de l'ADN bicaténaire de différentes espèces. J'ai retiré de ce tableau le phage Phi-X 174 dont l'ADN est monocaténaire. Et pour chaque espèce, on peut calculer le pourcentage de GC qui apparaît ici en rouge sur la deuxième colonne de ce tableau. Ce calcul montre que le pourcentage de GC varie selon les espèces et on peut donc en déduire que la température de fusion de l'ADN est variable selon les espèces. L'ADN de différentes espèces a ici été analysé. On a analysé notamment le pourcentage de GC et la température de fusion de l'ADN de ces espèces. Comme ces différentes espèces présentent des pourcentages de GC différents, elles diffèrent aussi par leur TM. Ainsi, l'ADN du phage T4, qui contient le pourcentage de GC le plus faible, ici, parmi les espèces analysées, présente une température de fusion de son ADN qui est la plus basse. Et au contraire, l'ADN de la bactérie Mycobacterium flei a un pourcentage de GC qui est le plus élevé parmi ces espèces et la température de fusion de son ADN est ici la plus élevée. Sur ce graphe, les points qui correspondent à chaque espèce s'alignent sur une droite. La température de fusion de l'ADN augmente donc linéairement avec le pourcentage de GC que contient cet ADN. Cette corrélation entre le pourcentage de paires de bases GC et la température de fusion de l'ADN permet de déduire par le calcul le pourcentage de GC d'un ADN en mesurant la température de fusion de cet ADN. La connaissance de la température de fusion est un élément important en biologie moléculaire lorsqu'il s'agit de réaliser des hybridations entre acides nucléiques, par exemple lors d'une réaction de PCR. On pouvait donc expliquer dans la quatrième partie de l'analyse de ce document 4 le principe de la PCR et préciser en quoi la connaissance de la température de fusion des amorces utilisées
conditionne la réussite de cette technique. La technique de PCR, PCR pour Polymerase Chain Reaction, est une technique enzymatique d'amplification de l'ADN. Cette technique utilise une ADN polymérase thermostable, qu'on appelle la Taq polymérase, parce que cette enzyme a été isolée à l'origine de Thermus aquaticus, une bactérie thermophile qui vit dans des sources hydrothermales à des températures supérieures à 90 degrés. L'ADN polymérase de cette bactérie est donc stable à des températures beaucoup plus élevées que les ADN polymérases des cellules eucaryotes. On veut par exemple amplifier par PCR la région spécifique d'ADN qui est représentée en jaune sur ce schéma. Le milieu réactionnel de départ contient la Taq polymérase, de l'ADN génomique contenant la région qu'on veut amplifier, les 4 types de désoxyribonucléotides triphosphate qui entrent dans la composition de l'ADN, et un excès important de 2 oligonucléotides synthétiques représentés ici en vert et qui vont servir chacun d'amorce. Ces 2 courts fragments d'ADN sont complémentaires des séquences d'ADN présentes aux extrémités 3' de la région d'ADN qu'on souhaite amplifier. C'est la répétition de cycles composés chacun de 3 étapes, qui vont permettre d'amplifier cette région d'ADN. Présentons le premier cycle de la PCR. La première étape de ce cycle est l'étape de dénaturation de l'ADN qui se fait à une température d'environ 95 degrés, la Taq polymérase étant capable de résister à une température aussi élevée. Cette enzyme n'est en effet pas dénaturée par ce traitement thermique, c'est-à-dire qu'elle conserve sa conformation et donc son activité même à des températures aussi élevées que 95 degrés. Dans cette première étape, le mélange est chauffé à 95 degrés afin de séparer les 2 brins des molécules d'ADN de l'échantillon par dénaturation thermique. La seconde étape de ce cycle est l'étape d'hybridation, au cours de laquelle le mélange est refroidi aux environs de 60 degrés pour permettre l'hybridation des amorces aux brins de l'ADN à amplifier. La connaissance de la température de fusion des amorces va permettre de choisir la température d'hybridation optimale, par exemple ici à 55 degrés. Pour une hybridation optimale, la température d'hybridation doit se situer 2 à 3 degrés au-dessous de la température de fusion de l'amorce. La troisième étape du cycle est l'étape d'élongation, au cours de laquelle la température est relevée aux environs de 72 degrés, qui est la température optimale de fonctionnement de la Taq polymérase, ce qui permet à cette enzyme d'ajouter des nucléotides à l'extrémité 3' des amorces, et à mesure que la Taq polymérase allonge les amorces, elle produit sur chaque brin matrice de l'ADN un nouveau brin complémentaire du brin matrice. Un second cycle, identique au premier, va alors suivre. La température est relevée à 95 degrés pour séparer le brin néoformé d'ADN du brin parental. L'échantillon est ensuite refroidi, par exemple ici à 55 degrés, pour que les amorces du mélange puissent se lier à nouveau aux extrémités 3' de l'ADN cible. Puis, à 72 degrés, la Taq polymérase allonge les amorces. Ce second cycle aboutit ainsi à 4 copies de la portion d'ADN qu'on souhaitait amplifier. Chacun des cycles de PCR permet ainsi de doubler la quantité de la séquence d'ADN initiale, et la répétition de ces cycles permettra une amplification exponentielle de la quantité d'ADN. On peut ainsi obtenir en quelques heures seulement, et après 20 à 30 cycles de PCR, des milliards de copies d'une région spécifique d'ADN grâce à un appareil appelé le thermocycleur qui modifie automatiquement la température du mélange réactionnel pour permettre le déroulement des 3 étapes de chaque cycle.
Ainsi, à partir d'une source d'ADN très limitée, la PCR peut permettre de produire de grandes quantités d'ADN. La PCR est donc une technique très utilisée dans le diagnostic ou dans le domaine médico-légal. Elle est par exemple utilisée dans des investigations criminelles pour obtenir des quantités suffisantes d'ADN à partir d'une tache de sang séchée sur les vêtements d'un suspect ou bien à partir d'un seul follicule de cheveux resté sur les lieux d'un crime. Et la PCR est aussi utilisée pour amplifier des fragments d'ADN qui proviennent de fossiles. L'hybridation de l'ADN est utilisée dans de nombreuses techniques de biologie moléculaire, comme par exemple dans la technique du Sauven blot qui permet une analyse de l'ADN. Cette technique a été inventée en 1975 par Edwin Sauven. L'ADN génomique est d'abord soumis à une digestion par une enzyme de restriction spécifique. On va par exemple ici tester l'action de 4 enzymes de restriction différentes notées ER1 à ER4. Un site de restriction est une séquence particulière de nucléotides reconnue par une enzyme de restriction comme un site de coupure dans la molécule ADN. Et les sites de restriction par les enzymes utilisées ici sont indiqués sur cette figure par des flèches rouges. Les fragments d'ADN obtenus après cette étape de digestion sont ensuite séparés par électrophorèse dans un gel d'agarose et ils sont dénaturés chimiquement par incubation du gel dans une solution alcaline. Puis les fragments sont transférés sur une membrane de nitrocellulose ou de nylon qui est plus facilement manipulable qu'un gel. On veut maintenant faire apparaître sur cette membrane des fragments spécifiques d'ADN. Pour cela, on va utiliser une sonde d'ADN spécifique de la séquence d'ADN qu'on veut repérer. Pour être repérable, cette sonde d'ADN doit être marquée, par exemple, de façon radioactive avec du phosphore 32. Avant d'être utilisée, cette sonde doit être dénaturée par chauffage progressif. Cette sonde est ensuite mise au contact de la membrane à une température précise d'hybridation qui dépend de la température de fusion de la sonde. Par exemple, l'hybridation va être faite à 65 degrés. La sonde va alors s'hybrider avec certains fragments d'ADN. Après lavage pour éliminer la sonde en excès, on peut révéler le résultat de l'hybridation, par exemple par autoradiographie si la sonde est radioactive. Et la membrane est dans ce cas mise en contact avec un film photosensible. Les fragments d'ADN reconnus par la sonde sont ainsi révélés. Cette technique permet de réaliser une carte de restriction de cet ADN qui permet de localiser des sites de restriction spécifiques sur une molécule d'ADN. Cette technique permet par exemple de mettre en évidence des remaniements génétiques comme des délétions. Les possibilités de dénaturation et de renaturation de l'ADN en laboratoire constituent aussi un outil très efficace pour révéler des similitudes de séquences d'ADN. On peut par exemple isoler deux molécules d'ADN provenant de deux espèces différentes dont on cherche à évaluer le degré de similitude. Dans ces deux molécules d'ADN, les deux brins sont strictement complémentaires, ils appartiennent à la même espèce. Ces molécules naturelles d'ADN, dont les deux brins sont représentés de la même couleur, peuvent être appelées des homoduplex. Ces homoduplex vont être d'abord dénaturés par chauffage progressif. Les brins monocaténaires issus de ces homoduplex sont ensuite mis en contact et on réduit progressivement la température pour permettre leur hybridation. Si les séquences d'ADN de ces deux espèces sont proches, des molécules d'ADN hybrides, appelées des hétéroduplex, vont se former, constitués chacun d'un brin provenant d'une espèce et d'un brin provenant de l'autre espèce. Les deux brins de l'hétéroduplex, représentés ici par deux couleurs différentes, ne sont pas strictement complémentaires et renferment donc quelques bases azotées mal appariées, si bien que ces hétéroduplex sont moins stables que les homoduplex. Les hétéroduplex sont ensuite
progressivement chauffés afin de déterminer par spectrophotométrie leur température de fusion, laquelle est comparée à la température de fusion des homoduplex. La température de fusion des hétéroduplex est inférieure à celle des homoduplex de départ, et plus la température de fusion de l'hétéroduplex se rapproche de celle de l'homoduplex naturel, plus cela signifie que la similarité entre bases complémentaires est grande, et donc plus les deux espèces sont proches. La température de fusion des hétéroduplex permet ainsi d'estimer la distance évolutive entre les deux espèces. Le degré d'hybridation est un indicateur de parenté des génomes et donc des organismes. Cette technique d'hybridation a permis par exemple de déterminer la distance évolutive entre l'homme de Néandertal et l'homme actuel. Ainsi s'achève cette 19e vidéo consacrée à la structure de l'ADN. Dans la 20e vidéo, nous montrerons, à partir de l'étude expérimentale de bactéries et de virus, que la molécule d'ADN a un rôle informatif. Merci de votre attention et à très bientôt.